Ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons le Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. Le petit doigt et l'intuition féminine de Pauline Marois lui avaient fait dire que lundi soir, on allait être très heureux. Elle doit pourtant se le mordre à l'heure actuelle, car les résultats des élections auront plutôt mené au contraire avec une défaite historique du Parti québécois. Se sont ensuivies les habituelles manifestations de joie, parfois teintées du mépris de vertueux tolérants pourfendeurs d'une hypothétique xénophobie ethnique. On se réjouirait aussi de la mort de l'idée nationale, notamment chez les jeunes. On pourrait enfin passer aux vraies affaires. S'il est vrai que l'économie et la santé sont de vrais dossiers, la question identitaire est-elle pour autant un rêve fumeux qu'on devrait laisser de côté une fois pour toutes? Le point avec Mathieu Bock-Côté. Mathieu, bonjour. Bonjour. Donc, chant funèbre pour vous? Non. C'est-à-dire la défaite pour tous les souverainistes, peu importe d'ailleurs leur affiliation partisane. La défaite pour tous les souverainistes est bien réelle. C'est-à-dire que cette élection donne l'impression pour plusieurs que l'idée nationale est vaincue, sinon une fois pour toutes, à tout le moins durablement. Cela dit, je fais partie de ceux qui, devant les résultats, se sont, plutôt que de chercher un coupable, un bouc émissaire, quelqu'un à désigner à la vindicte publique, je me suis demandé qu'est-ce que ça nous dit sur la campagne électorale, qu'est-ce que ça nous dit sur l'état actuel du projet national, en fait. Et je retiens une chose, principalement de la campagne. On pourrait en retenir beaucoup, mais j'en retiens une principalement. C'est que si on nous a dit que c'était le 3e référendum sur la souveraineté, cette élection, moi, je pose une question, il était où le camp du oui? Il y avait le camp du non, certainement. Il y avait le camp du non qui diabolisait le référendum de manière apocalyptique en disant que un référendum serait probablement le cataclysme qui tomberait sur le Québec. C'est une campagne de peur, en un sens. Une campagne de peur, mais il n'y avait pas de camp du oui. C'est-à-dire que les souverainistes, dans la campagne, ne parlaient de souveraineté que pour dire qu'ils n'en parleraient pas. Ou que pour dire qu'ils ne la réaliseraient pas. Alors qu'en filigrane, on savait quand même que c'était une des dernières chances d'avoir un gouvernement qui pourrait créer un référendum. Oui, mais la question n'est pas là. La question est que lorsque les fédéralistes disaient vous êtes souverainiste, les péquistes répondaient non, on est souverainiste, mais on veut pas parler de ça. Puis à la fin de la campagne, Pauline Marois était rendue à dire qu'elle ne répondrait pas à des questions sur la souveraineté parce que ce n'était pas le thème de la campagne. Et moi, ce qui me semble, et vous noterez, quand la question de la souveraineté est apparue dans la campagne, après le fameux point levé de Pierre-Carl Pelado, la souveraineté est arrivée 3 jours dans la campagne. Et ce qu'on a vu, c'est que les péquistes étaient incapables de faire campagne sur leur raison d'être pendant 3 jours. Comme si pour les péquistes, l'indépendance était devenue un idéal lointain plutôt qu'un projet à réaliser. Alors lorsque la question s'est imposée, elle leur a explosé au visage. Et je crois que cette campagne nous amène à un choix fondamental et déchirant. Le résultat pour les souverainistes, c'est le suivant. Soit, désormais, ils assument l'idée de souveraineté et ils essaient de se faire élire grâce à elle et non pas malgré elle, ou alors ils la remisent, ils la mettent en veilleuse historique, ils disent nous ne porterons plus ce projet. Qui sait, un jour, peut-être des circonstances voudraient que, mais ce ne sera plus un projet. L'indépendance, désormais, doit être assumée ou congédier, ce qui ne veut pas dire devenir fédéraliste, on se comprend bien, mais ce qui veut dire tout simplement considérer que ce n'est plus un projet politique réalisable, mais l'espèce de tergiversation, comment voulez-vous convaincre un peuple de faire son indépendance si les indépendantistes eux-mêmes sont toujours occupés à nous expliquer que, premièrement, elle leur fait peur à eux-mêmes, et deuxièmement, pire encore, la souveraineté, on la traite finalement comme un beau rêve lointain. Donc, on dit, oui, évidemment, on voudrait la souveraineté, c'est un beau rêve, et ainsi de suite, mais en attendant, on va bien gouverner le Québec. Est-ce qu'on ne dit pas à travers ça, finalement, qu'on peut parfaitement s'accommoder d'une gouvernance québécoise dans le cadre fédéral et que l'indépendance viendra en récompense après coup comme cadeau si on était gentil? Il faut quand même gouverner le Québec, qui est encore juridiquement une province. Ça peut être un peuple pour vous, si vous voulez, mais c'est quand même une province. Il y a la santé, les déficits, il y a la fiscalité. Je dis pas le contraire, mais il y a la question est la suivante. Nul ne souhaite courir au référendum. Je ne fais pas partie de ceux qui sont des référendistes maximalistes qui rêvent d'aller en référendum demain matin. Le référendum, je ne vais pas le tenir, je veux le gagner. Cela dit, pour le gagner, il faut le tenir un petit peu, oui, bien sûr, mais la question est de savoir, pour être capable de le tenir, pour être capable d'avoir une chance raisonnable de le gagner, l'option ne doit pas être cachée, l'option ne doit pas être dissimulée, l'option ne doit pas être traitée comme un fardeau et un boulet. Comment voulez-vous espérer si vous l'assumez, vous allez recevoir une volée de bois vert de la part de tout le monde, de beaucoup de monde en tout cas. De la part de tout le monde, ça reste à voir. Les sondages donnent encore... Lisez les journaux au Canada, certains journaux au Québec. Ah, ben un instant. De la part du Canada anglais, j'ai tendance à me dire que le Canada anglais félicite le Québec lorsqu'il se couche. Il voit à travers cela une forme de progrès et de tolérance. Merci. Quant à certains, je vois beaucoup de chroniqueurs, d'éditorialistes aujourd'hui inviter les souverainistes à enterrer leur idéal, leur projet. Je note qu'il s'agit 9 fois sur 10 de chroniqueurs fédéralistes. Alors que les fédéralistes invitent les souverainistes à capituler, ce n'est pas surprenant. Ce que je me demande, moi, quant à moi, c'est les souverainistes, les porteurs de l'idée nationale, les nationalistes plus généralement,
Autour de quel projet politique sont-ils prêts à se rassembler? Ça ne veut pas dire qu'il faut traiter de manière dédaigneuse la gestion de la province de Québec, d'aucune manière. Ça veut dire toutefois que lorsqu'on vous questionne sur votre raison d'être, vous devez l'assumer. Lorsqu'on vous questionne sur votre idéal fondateur, vous devez l'assumer. Ou alors vous parlez d'autre chose. Parlons d'idéal fondateur. Les jeunes ont massivement rejeté le Parti québécois, d'après ce que j'ai lu. Est-ce que, je peux être d'accord avec vous pour dire que, l'idée nationale n'est pas enterrée définitivement, mais ces jeunes-là sont portés par l'universel, l'écologie, l'individualisme, et c'est pas nécessairement mauvais tout ça. Est-ce qu'ils vont retrouver eux-mêmes plus tard une idée fédérative, nationale, collective? Est-ce qu'ils pourront se regrouper comme peuple un autre jour? Il y aurait deux choses à dire là-dessus. Premièrement, il faut éviter cette vision homogène de la jeunesse. Les jeunes en général, c'est un petit peu trop large. C'est comme fédéraliste ou indépendantiste. Oui, là aussi, c'est très vaste. Oui, mais au moins, ça réfère à une option politique précise. Alors que là... Oui, mais avec des tendances différentes, avec des couleurs différentes. Oui, bien sûr. Mais là, je distingue. Par exemple, entre les jeunes altermondialistes tentés par Québec solidaire. Oui. Et de l'autre côté, les jeunes familles de la région de la banlieue nord ou de la banlieue sud de Montréal. Oui. Ce sont des jeunes, mais c'est pas la même réalité de la jeunesse qui est recouverte ici. Et on a eu, par exemple, François Legault a percé dans la 450 Rive-Nord, notamment, oui. Avec à partir du deuxième débat. Le deuxième débat, le face-à-face à TVA, il décide clairement à ce moment-là, dans son discours, de mettre l'accent sur l'identité nationale, le français, les accommodements raisonnables, la laïcité. Et tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Finalement, il décide de contester le discours identitaire du Parti québécois. Et c'est ce qui va lui permettre, d'ailleurs, sur dit en passant, de regagner une crédibilité nationaliste pour être capable d'obtenir la Rive-Nord et la Rive-Sud. À quel point on pense qu'il va remplacer le PQ dans certains le croient, d'autres en doutent. Mais ce qui est certain dans les circonstances, c'est que le thème identitaire, le thème de l'identité nationale, n'est pas un thème réservé aux générations vieillissantes. Cela dit... Écoutez, moi j'ai lu Le Devoir de A à Z hier, et tous les grands ténors se sont montrés, à mon avis, assez... pas équanimes, tous déçus. Vous vous souvenez aussi du texte de Vigneault, qui a pris ça pour un troisième référendum. Il a, comment dire, c'était pire cette défaite que les défaites des deux premiers référendums. Oui. Pour lui, Lévy-Beaulieu a écrit un texte, Pierre Curzi a parlé, Louise Baudouin a parlé également. On dirait que tous ces gens-là ont... Je dirais presque une défaite, je dirais pas noble, mais il n'y a aucune hargne là-dedans. Bon, alors moi je ferai une nuance ici. Comme je dis, à votre question sur la jeunesse, je reviens juste un mot là-dessus. Je crois que un jeune Français aujourd'hui est cosmopolite. Un jeune Français, il est branché sur le monde, mais il ne veut pas pour autant que la France cesse d'exister comme nation indépendante. Il peut croire à l'Europe, mais il ne croit pas que dans l'Europe, la France doit être la province d'un autre État. De même pour l'Allemagne. Donc j'entends par là que l'idée nationale a plus de profondeur qu'on ne le croit parce qu'elle correspond à la réalité nationale. À votre question, qui me semble très importante, la réaction d'un certain establishment souverainiste devant la défaite, je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans. Je pense pas ici à Vigneault, je pense pas à qui lui a semé un pays toute sa vie, qui va probablement se réaliser lorsqu'il ne sera plus de ce monde. J'étais assez choqué quand je disais certains leaders boomers du mouvement souverainiste. Je pense à Louise Baudouin ici, qui nous dit finalement, en gros, la souveraineté est née avec nous et va périr avec nous. Ils oublient une chose, ces gens-là. L'idée d'indépendance, elle a précédé la Révolution tranquille. L'idée d'indépendance, elle a précédé le Québec dit moderne. Et elle, évidemment... Vous faites remonter ça à quand, vous? À Lionel Groulx ou au Patriote? Au début des années... Elle trouve renaissance au début des années 20 avec le mouvement d'Action française de Montréal et ainsi de suite. C'est là qu'elle commence qu'elle renaît intellectuellement, va être ensuite portée politiquement par différents mouvements nationalistes. Bon. Mais elle ne naît pas avec la Révolution tranquille et elle ne mourra pas avec la Révolution tranquille. Alors que vous dites, c'est que c'est boomers, c'est baby boomers. Ah, mais c'est après moi le début. Ça commence avec eux et ça finit avec eux. C'est le monde qui commence avec eux, qui finit avec eux bien souvent. C'est le mythe de l'éternelle jeunesse. D'ailleurs, un fantasme sur la jeunesse. Plutôt que de chercher à convaincre la jeunesse, on constate qu'elle n'embarque pas. Alors diriez-vous que ces boomers ont failli en matière pédagogique pour vendre le projet souverainiste? Oui, même pour transmettre quelquefois l'idée nationale. Il y a là-dedans 1000 choses à dire quand on parle de la posture de la jeunesse. On peut bien évidemment parler du cosmopolitisme, de la diversité. On peut aussi parler d'une faillite de la conscience historique. On peut aussi parler d'une conscience historique insuffisante, à tout le moins. On peut parler d'une insuffisante inscription dans la réalité nationale. Et est-ce qu'on doit en blâmer la jeunesse? Non. Mais on peut se demander le système d'éducation, on doit se demander nos élites politiques, elles ont joué le rôle de transmission. Mathieu, j'en suis pas certain. Votre discours est de plus en plus minoritaire. Je ne dis pas que ça l'affirme pour autant, mais ce qui vous prend quelquefois au milieu de la nuit de dire... Merde, peut-être que c'est moi qui me trompe.
À l'instant, la question de savoir si je me trompe, il faut distinguer. Est-ce que je crois que le Québec doit être indépendant ou je crois profondément que le Québec doit être indépendant? Non, mais est-ce qu'il peut s'articuler d'une autre façon que dans l'indépendance ou... Alors, il est possible que le projet d'indépendance, c'est ce que j'écrivais dans un texte hier, je dis soit les obstacles sur le chemin de l'indépendance sont conjoncturels, soit ils sont structurels. S'ils sont conjoncturels, c'est-à-dire par exemple une mauvaise stratégie développée par les souverainistes au fil des décennies, s'ils sont conjoncturels, c'est-à-dire par exemple dans mauvaise campagne électorale, mais ça c'est secondaire, s'ils sont conjoncturels, c'est-à-dire un mauvais discours, une mauvaise manière de porter le projet, ou encore une conjoncture économique difficile au Québec, c'est une chose. Une tendance peut-être à se rendre comme un clergé exclusif. Non, mais de l'autre côté, si il est possible que le projet d'indépendance échoue, personne n'a jamais dit le contraire. Personne n'a jamais dit que l'indépendance allait nécessairement advenir et que c'était inscrit dans le fil de l'histoire. Mais je crois, sincèrement, que si le Québec ne devient pas indépendant, ou plus encore, s'il accepte intimement d'abandonner l'idée d'indépendance, d'y renoncer, de la sacrifier, je crois qu'un ressort très profond va se briser dans l'identité québécoise et on va assister à une forme de canadianisation assez rapide finalement de la vie québécoise. Il va y avoir dans ce cas-là un petit bastion d'indépendantistes qui ne capituleront jamais, mais je crois que c'est un scénario assez sombre. Je suis capable d'imaginer que l'indépendance du Québec n'arrive pas, mais j'associe cet inavènement à une forme de décomposition probable de notre peuple. Il y a un vers de Victor Hugo que j'aime, qui n'est pas très beau, mais que j'aime beaucoup, comme il est très parlant. C'est un très bel alexandrin. Rien n'arrête une idée dont le temps est venu. Le temps peut-être de cette idée-là est-il venu pour qu'elle dorme, qu'elle soit en jachère pendant quelque temps, le temps de mûrir sous une autre façon et de revenir à la lumière dans 30 ou 60 ans, et pas nécessairement avec les deux souches. Ça peut être... Elle peut se reformer avec d'autres gens et les deux souches aussi. Est-ce qu'on ne peut pas y penser à ça? Je ne suis pas prophète. Dans 50, 60 ans, il est assez difficile de prévoir ce qui va arriver. Non, mais l'idée d'une idée... Une idée vit de façon presque autonome. Elle peut mourir et renaître. L'idée d'indépendance présuppose l'existence d'un peuple québécois. L'existence d'un peuple québécois présuppose la reconnaissance de la majorité historique francophone comme cœur vivant, comme culture de convergence. Et c'est un souvenir, on est d'accord là-dessus. C'est un souvenir. Mais ce souvenir peut s'estomper et ressusciter de notre façon. Ça, j'en sais rien. Je ne me permettrai pas de prophétiser quelque résurrection que ce soit. Non, on spécule, c'est tout. Mais ce que je crois, toutefois possible, c'est que si les Québécois... Parce que le problème des indépendantistes, souvent, vous savez, ils nous disent, on veut gouverner le Québec, puis un jour, quand les circonstances seront bonnes, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, alors on fera un référendum, mais en attendant, c'est pas grave qu'on ne soit pas souverain. Donc on traite l'indépendance à la fois comme un beau rêve lointain et comme une banalité administrative. Mais on ne la présente pas comme ce qu'elle a toujours été, me semble-t-il, c'est-à-dire une nécessité vitale pour le peuple québécois. Une nécessité vitale, c'est-à-dire sans elle, le Québec souffre de ne pas être indépendant. Encore doit-on le croire, encore doit-on le dire. Une fois que c'est dit, je le redis, je n'arrive pas aujourd'hui avec je ne sais quelle parole orthodoxe. Je suis, comme bien les indépendantistes, je dirais, sonné par le caractère radical de la défaite des forces souverainistes. Au même moment, j'essaie de comprendre ce qui est arrivé, et c'est peut-être mon esprit politique ici. Je me dis, qu'est-ce qui aurait pu être fait autrement, qui pourrait être corrigé pour permettre un autre avenir possible? Est-ce qu'on fait face à un problème, Mathieu Bock-Côté, j'y faisais allusion un petit peu, de mémoire, de projection dans l'avenir? Est-ce qu'on est un peuple capable de se souvenir loin dans le passé, de se projeter loin dans l'avenir et de faire durer un langage et des concepts? Non, ça, je crois que c'est une des faiblesses des Québécois. C'est-à-dire le drame du Québec moderne, ne l'oublions jamais. Autant la Révolution tranquille est à célébrer, autant elle s'est bâtie sur une part d'amnésie, une part d'oubli, une part de diabolisation de soi, de rejet de son propre passé. Et je crois que le peuple québécois s'est affaibli en se déracinant lui-même, croyant ainsi s'affranchir et s'émanciper. Alors que comment réconcilier nos nombreuses mémoires qui quelquefois ne se rencontrent pas, ne se fécondent pas l'une l'autre? Mémoire de la modernité, parce que la modernité est une mémoire aujourd'hui par la Révolution tranquille. Mémoire du Canada français dans sa part légitime. Je crois que ce sont des questions. Donc voilà pourquoi la rénovation du projet national, si rénovation il y a lieu, ce ne sera pas simplement une rénovation stratégique. Ça va impliquer je dirais, un nouveau rapport à notre compréhension de l'histoire du Québec et de l'identité québécoise. Charles Péguy a cette phrase que tout le monde cite:
Tout commence en mystique et finit en politique. Dans notre jeunesse, dans son texte, dans son essai. Ce que j'entends de vous, Mathieu, c'est que l'idée nationale a été transformée en politique et on a oublié peu à peu la mystique qui serait patente. Maintenant, comme cette idée est sous le boisseau de plus en plus, de retrouver, faire le chemin inverse du petit pousset et retrouver la mystique et sans tomber dans le mysticisme, sans tomber dans la grandiosité, vous avez raison etc. Il faut redécouvrir, je dirais, entre guillemets, la part sacrée de l'idée nationale, c'est-à-dire ce pourquoi elle ne peut être abandonnée. Et sur laquelle personne n'a de contrôle ni d'exclusivité. Non, bien sûr que non, mais personne, les peuples n'appartiennent à aucune idéologie, bien qu'on peut croire que certains... Ni à aucun clergé. Aucun clergé, bien qu'on peut croire que certains projets politiques servent mieux le destin d'un peuple que d'autres. Oui. Je crois effectivement que les indépendantistes vont devoir se demander, quand je dis se demander ce qui est arrivé, c'est-à-dire c'est pas simplement pendant 30 jours. C'est une réflexion sur le destin du peuple québécois qui est nécessaire en ce moment. Sur où en sommes-nous rendus collectivement? Quelles sont nos réussites? Quels sont nos échecs? Quel est le sens de ce projet d'indépendance s'il en a encore un aujourd'hui? Je suis de ceux qui croient qu'il en a un fondamentalement. Pourquoi? Parce que si le Québec échoue sur l'indépendance, alors là, on va en payer le prix collectivement. Et si nous avons échoué une fois pour toutes notre indépendance il y a quelques jours, c'est le diagnostic de quelques-uns, eh bien notre société, je crois, va se vider progressivement de l'intérieur et on va risquer d'assister à la cassure suivante. D'un côté, au sommet de notre société, il va y avoir une forme d'intégration au réseau trudeauiste canadien, donc une forme d'hybridation canadienne. Nous serons des Canadiens de 1982 par excellence. Est-ce qu'on peut pas... Et de l'autre côté, une forme d'acadianisation en douce des classes populaires, des classes moyennes, qui vont consentir à se définir désormais comme une grosse minorité ethnique. Mathieu Bocoté, est-ce qu'il n'est pas temps, en fait, de sortir de cette dichotomie qui nous empoisonne depuis 40 ans, Trudeau ou l'indépendance québécoise? Est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie, pas une voie moyenne, mais une voie de profondeur qui permettrait non pas d'associer ces deux antagonismes, mais de dépasser la dichotomie, de trouver une voie originale. Je vois, Gilles Vigneault parlait de « les autres ont fait une campagne de peur et ça a encore marché sur les Québécois ». C'est ce qu'il dit dans Le Devoir, d'ailleurs, dans son entrevue. Est-ce qu'on ne peut pas transcender la peur, traverser la peur? J'essaie de mettre dans vos souliers d'indépendantiste. Est-ce qu'on ne peut pas traverser ces complexes fondamentaux pour trouver une nouvelle parole, un nouveau mythe? Je dirais, à votre question, qui a une dimension politique, cela dit, on y revient. Il y a eu une troisième voie. L'histoire du Québec depuis 40 ans, c'est pas l'histoire ou depuis 45 ans, c'est pas Trudeau-Lévesque. C'est Trudeau-Lévesque-Laurando. Il y a trois options dans l'histoire du Québec récente. L'indépendance du Québec, le fédéralisme renouvelé sur le mode de la souveraineté-association, pas la souveraineté-association, du statut particulier de la société distincte, ou le trudeauisme. Oui. Le grand drame du Québec de la Révolution tranquille, c'est que les nationalistes étaient très majoritaires, mais divisés en deux. Oui. Entre le camp de la société distincte et le camp de l'indépendance, et les trudeauistes qui étaient minoritaires sont parvenus à jouer de cette division pour imposer leur projet, en s'appuyant notamment sur le Canada anglais. Alors, le drame, c'est que l'option Laurando, l'option société distincte, elle n'est plus possible dans le Canada. Elle n'est plus possible. Le Canada a programmé son impossibilité constitutionnelle. Alors, on se retrouve entre deux choix, finalement. On y revient. Soit on consent au Canada tel qu'il est devenu, le Canada de 1982, dans lequel nous sommes une province sur 10 et une grosse minorité ethnique, ou alors on assume le destin québécois. Et peut-être que pour les indépendantistes, il s'agit de dramatiser leur discours en révélant la profondeur tragique du choix québécois plutôt que de perpétuellement se donner l'impression que ce n'est pas vital. Le tragique n'est pas une valeur canadienne ou québécoise. Non, mais pourtant, il y a une part tragique. Au Québec, il y a une part tragique de notre condition nationale. On va revenir là-dessus certainement dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mathieu, merci infiniment. Au plaisir.